Sénat. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Europe Hebdo. Nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen. Et dans cette émission, nous parlerons des mafias en Europe. Elles sont tellement puissantes que certains députés européens doivent vivre sous la protection permanente de gardes du corps. Mais d'abord, l'actualité avec la question de l'immigration. Elle est centrale, mais personne ne veut la prendre en charge. Un tout petit bateau au large des côtes italiennes. Ils sont un peu moins de 30 000 à avoir débarqué sur l'île de Lampedusa depuis le mois de janvier. L'Italie leur a accordé un laissez-passer, mais la France refuse de les accueillir et l'Europe ne sait pas trop quoi faire de ces candidats à l'exil. Bref, la question de l'immigration embarrasse les États membres. Car en l'absence de politique commune, l'accueil des réfugiés relève avant tout d'une compétence nationale. Bref, chacun reste maître chez soi et voit midi à sa porte. Il y a quelques années, par exemple, l'Espagne, l'Italie ou encore la Belgique régularisaient bon nombre de dossiers d'immigrants illégaux, alors que de son côté, la France restait beaucoup plus ferme. En 2008, sous présidence française, un pacte pour harmoniser les politiques d'asile et d'immigration à l'échelle européenne avait été proposé. 3 ans plus tard, il n'est toujours pas en place. Et pourtant, l'Europe reste le premier continent d'immigration devant l'Amérique du Nord. L'enjeu est de taille pour le vieux continent à la population de plus en plus âgée. D'ici à 2050, il aura perdu 20 millions d'habitants selon l'OCDE. La population européenne ne pourra donc se maintenir que grâce à l'immigration. Alors, devant cette évidence, la politique de l'autruche va-t-elle encore continuer ? Voilà, alors nous sommes avec Sylvie Goulard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, très active ici au Parlement européen, du groupe l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Alors l'attention européenne se focalise depuis des mois maintenant sur ces quelques 25 000 migrants venus principalement de Tunisie. Est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Et est-ce que de manière générale, l'Europe a ou non un problème avec l'immigration? Oui, il y a 2 choses, je crois, qu'il faut dire. La première, comme le reportage le faisait bien valoir, il s'agit d'un petit groupe de personnes finalement, mais qui arrivent sur une île minuscule et dans une situation tout à fait particulière qui est celle des révoltes arabes, de la révolte arabe en Tunisie et puis de ce qui se passe en Libye. Donc on a affaire à un cas assez exceptionnel, prenant des proportions tout à fait particulières en Italie. Mais la question beaucoup plus large est celle de savoir comment nous assurons le contrôle de l'accès à l'Union européenne. En général, si vous alliez sur la frontière polonaise, vous verrez ce que les Polonais aussi font vis-à-vis des migrants de l'Est. En Grèce, on a tous les afflux de personnes qui passent via la Turquie. Il n'y a pas que cette immigration-là, parce que toute l'attention est focalisée. Parce que l'actualité se focalise toujours sur quelque chose, mais le problème demeure. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il est quand même aussi très important que nous décidions en commun quelle image nous voulons donner de l'Europe dans le monde, combien de personnes nous sommes capables d'accueillir, notamment, je le souligne, dans un contexte où nous avons participé à une guerre en Libye qui met peut-être un certain nombre de gens dans les bateaux. Et deuxièmement, la Tunisie s'est libérée, ce qui est une bonne nouvelle. Et alors, on a l'impression que le discours est un petit peu hypocrite dans ce domaine, parce que tout le monde se refile un peu la patate chaude, entre guillemets, et personne ne veut assumer ce qui est qualifié comme un fardeau, le fardeau de l'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est hypocrite, ce discours? Non seulement c'est hypocrite, mais c'est dangereux, parce que l'immigration n'est pas seulement un fardeau. Moi, j'ai envie de le dire et de le redire dans un contexte en France et dans d'autres États membres qui commence à devenir odieux. Nous avons des personnes qui vivent des circonstances vraiment difficiles et qui cherchent par leur travail un avenir. Ça ne signifie pas qu'on va toutes les accueillir en Europe, mais je pense qu'il faut cesser de faire peur aux populations vieillissantes de l'Europe en leur parlant de hordes qui ont envie de venir s'installer chez nous. Quiconque connaît la Tunisie, et beaucoup de Français connaissent la Tunisie, savent très bien que si on a le choix, on préfère sans doute vivre dans un pays aussi beau et agréable que de venir s'entasser dans des banlieues du nord de l'Europe. La vraie question, c'est comment arrivons-nous à aider les économies de la rive sud de la Méditerranée de manière à ce que l'agriculture, le tourisme, l'industrie reprennent et que ces populations aient vocation à terme à rester dans leur pays. En clair, l'Europe doit tirer les conséquences, n'a pas encore tiré les conséquences de ce printemps arabe? D'abord, elle aurait dû l'anticiper mieux. Je rappelle que le président de la République avait lancé un projet d'union de la Méditerranée que, pour ma part, j'ai critiqué à l'époque dans un livre en 2008 parce qu'il consistait à traiter avec des personnes qui étaient des tyrans et des dictateurs corrompus. On le savait.
On a fermé les yeux. On était bien content que M. Kadhafi et d'autres, M. Ben Ali et encore d'autres, fassent la police à nos portes, quelles que soient les méthodes qu'ils employaient. Dieu merci, grâce à la libéralisation de tous ces jeunes, nous ne sommes plus dans cette situation-là. Et j'avais envie de faire une remarque. Il y a un décalage absolument fabuleux entre la liberté qui s'exprime dans ces pays-là, la manière dont on utilise les réseaux sociaux sans frontières et la réponse que des équipes vieillissantes au pouvoir en Europe apposent, qui est d'aller mettre des guérites à 26 000 entre la France et l'Italie. Enfin, c'est ridicule. Ça n'est à l'évidence pas la solution qu'il faut pour régler ce problème. Alors comment régler ce problème, notamment de frontières Est-ce qu'il faut remettre en cause l'espace Schengen? Est-ce qu'il faudrait par exemple des gardes-côtes européens? C'est une idée qui circule depuis quelques années. Est-ce que ça Je crois qu'il y a trois niveaux. Il y a le caractère exceptionnel actuel. Et là, quand la France et l'Italie demandent qu'on réfléchisse ensemble à la manière dont on interprète le traité de Schengen, je crois qu'il y a une demande légitime, il faut y répondre. Deuxièmement, il ne faut pas toucher à la libre circulation, qui est l'un des fondements de l'Union européenne. Et je rappellerai quand même aux Français que si l'île la plus proche de la Tunisie et de la Libye était la Corse, nous ne considérerions probablement pas cela comme un problème français. Donc il faut arrêter d'être hypocrite. Et troisièmement, j'y reviens, même si c'est difficile, même si ça peut paraître naïf et de long terme, nous devons valoriser le développement du Sud. Ce n'est qu'en proposant une vie chez eux, en investissant dans ces pays. Rappelons-nous ce que les Américains ont fait avec le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale pour aider l'Europe à se développer. Mais il faut aussi des bonnes volontés, de l'argent. Vous pensez que certains pays, que l'Europe est prête à ça? Que les pays membres sont Vous savez, prêts? l'argent, ou vous l'investissez à moyen terme, ou après vous êtes obligé de le dépenser dans de mauvaises conditions trop tard. Pour ma part, je pense que, encore une fois, sans aller à des montants énormes, nous pourrions essayer de pousser des micro-projets avec ces pays-là, en accord avec la société civile. D'ailleurs, de toute façon, en Tunisie, pour l'instant, il n'y a même pas encore de gouvernement constitué. Ils sont en train d'adopter de nouvelles institutions. On a pendant des années déversé de l'argent qui sont allés dans les mains d'un certain nombre de dictateurs corrompus. Je crois qu'on peut trouver de l'argent pour aider ces pays-là, encore une fois, en tenant compte du contexte d'austérité en Europe, mais en leur faisant aussi un peu confiance et en misant sur leur potentiel d'avenir. Merci beaucoup Sylvie Goulard d'avoir été sur le plateau d'Europe Hebdo. On poursuit à la une des télévisions européennes la mort d'Oussama Ben Laden, tué par un commando américain. Petit tour d'horizon des télés d'Europe. Regardez. Bonsoir. Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a permis de tuer Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Le trucage réalisé à partir d'une image de Ben Laden vivant et de l'image d'un autre homme au visage tuméfié aurait été réalisé dès 2006. La photo est ressortie comme par miracle ce matin après l'annonce par les États-Unis de la mort du leader terroriste. Pour les victimes des attentats, justice a été faite. Mais les partisans de Ben Laden, eux, pleurent un martyr et entendent continuer son combat. Nous avons un niveau d'alerte antiterroriste déjà très haut. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire de relever ce niveau. C'est suffisant pour garantir la sécurité des citoyens espagnols. Cette nouvelle sera saluée partout dans notre pays. Mais cela ne signifie pas que nous en avons fini avec la menace du terrorisme islamique et nous serons particulièrement vigilants dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, en tout cas, un grand pas a été accompli. Et nous avons été rejoints par Marcello Faraggi. Bonjour, vous êtes correspondant à Bruxelles, vous suivez les affaires européennes depuis des années. Alors, on a entendu des réactions plutôt assez enthousiastes sur ces événements. Faut-il vraiment se réjouir de la mort d'un homme ? C'est clair, c'est un symbole très important, mais ça ne veut pas dire que l'histoire du terrorisme est finie. Et déjà, on voit aussi un problème de propagande, parce que c'était presque génial comment on pouvait tout suivre en détail, mais les réactions étaient parfois aussi exagérées. Celle d'Angela Merkel, par exemple, qui a dit qu'elle était heureuse d'apprendre cette nouvelle. Exactement, je crois qu'elle ne voudrait pas répéter cette phrase parce qu'elle était fortement maintenant critiquée, parce que on peut, je crois, c'est vrai, on ne peut jamais être heureux quand n'importe qui va perdre sa vie. Et en plus, dans des démocraties comme les nôtres, on pense plutôt à des procédures juridiques et à la loi, n'est-ce pas ?
Alors, avec la mort d'Oussama Ben Laden, cette mort-là ne signifie pas pour autant la fin du terrorisme islamique notamment. Est-ce que vous pensez qu'il y a des menaces de représailles, notamment en Europe ? Oui, ça va continuer malheureusement parce qu'on vit dans un monde que c'était jamais la paix totale. Et il ne faut pas croire que c'est une personne seule qui dirige tout. Oui, pour nous, comme médias, il nous faut toujours une tête. Alors c'est plus facile à expliquer, à tout diriger vers une tête. Mais quand j'ai travaillé et j'ai fait mes recherches en Italie et d'autres pays après l'attentat aux États-Unis, j'étais aussi impressionné combien de personnes ont une tête tordue et ils vont vers le terrorisme. Et ceux, ils ne sont pas disparus. Si vous avez des exemples précis à citer? Des exemples précis, c'est toujours dangereux. Là, vous devez avoir des preuves. Ça a commencé déjà. Vous vous souvenez, par exemple, vous avez reçu un nom et on n'a pas trouvé, par exemple, une adresse parce qu'il y avait plusieurs moyens, façons d'écrire ce nom-là, par exemple. Non, ça commence avec mon nom aussi, Faradji. Vous avez plusieurs façons de l'écrire et c'est déjà difficile à conduire une recherche exacte. Quels moyens l'Europe a aujourd'hui de lutter contre une telle menace si globale, si imperceptible? Il y a deux niveaux. Ça peut frapper n'importe où. Il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a un niveau pour rassurer le grand public. Par exemple, on impose des contrôles à l'aéroport. On parle par exemple de nouveau introduire des contrôles douanières. Et ça, pour donner l'air qu'on peut tout surveiller. Mais honnêtement, c'est pas ça. C'est quand vous parlez avec des experts, c'est plutôt des moyens plus intelligents, de haut niveau, par exemple l'informatique, pour voir quels sont les réseaux avec les portables, avec l'Internet, etc., où il y a un échange des informations douteuses. En attendant, un renforcement des mesures de protection risque d'être prise. Est-ce que jusqu'où peut aller cette privation de liberté en fait? Quelle est la juste mesure entre tout faire pour assurer la sécurité des citoyens et respecter leur liberté? Si vous avez 100% de sécurité, vous allez emprisonner, si vous voulez, les citoyens. Et là, vous pouvez dire alors les terroristes ont gagné, ils vont aussi gagner. Alors, je crois que la priorité, c'est clair, il faut laisser et garder la liberté des citoyens et toujours réfléchir jusqu'où on peut aller pour assurer la société. Merci beaucoup, Marcello Faradji, d'avoir été avec nous. Cette semaine, on s'intéresse au combat d'un homme, celui de Rosario Crocetta, député européen. Il lutte contre la mafia italienne. Il est menacé de mort. Regardez ce reportage réalisé en Sicile avec Patrick Hermansen qui a suivi ce député. Nous sommes à Gela, dans le sud de la Sicile. Nous suivons ces deux voitures. Dans l'une d'elles se trouve Rosario Crocetta. Il est connu pour son combat contre la mafia quand il était maire de la ville. Résultat, ici en 5 ans, il a contribué à mettre plus de 900 mafieux derrière les barreaux. Depuis, celui qui se définit comme chrétien communiste et fier d'être gay, vit en permanence sous la protection de 5 gardes du corps, comme un président de la République. Aujourd'hui, il se rend à une exposition consacrée à la lutte contre la mafia. Une prise de risque. Rosario Crocetta est condamné à mort par l'organisation du crime. Il a déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Mario Francese, c'est le premier journaliste qui a été tué par la mafia dans les années 60. Pour lui, tous les outils sont bons pour combattre son ennemi. Il y a la politique, mais il y a l'art, la culture, qui est un élément très important de transformation sociale. Parce que nous ne devons pas seulement faire arrêter les mafios, mais nous devons changer les têtes des gens. Et alors, avec la culture, la prise de position culturelle, ça on peut changer beaucoup. Et Porcati fait vraiment un grand travail. Changer les mentalités pour gagner le soutien de l'opinion, un objectif qui aurait un prix, le sacrifice d'une vie. À l'image des juges Falcone et Borsellino, assassinés par la mafia, Rosario Crocetta est-il un héros?
Les héros, vous savez, deviennent des héros quand ils meurent. Quand ils vivent, eh bien, ce sont des citoyens comme les autres. Et aujourd'hui, Rosario Crocetta n'est pas un héros, il est un homme libre qui fait son devoir. Être condamné à mort par la mafia, Rosario Crocetta accepte-t-il ce destin? Non, 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 je n'accepte pas. Bien sûr que je n'accepte pas. Je ne peux pas accepter parce que, on peut dire, je ne peux pas accepter que ma vie, la date de ma mort peut être décidée par des gens. Et moi, je fais la lutte contre ça. À chaque déplacement, c'est le même scénario. Voiture blindée, en escorte, bref, une liberté de mouvement très limitée. Ma conscience est libre. Ma tête est libre. Et ça compte beaucoup plus qu'une liberté formale. Bien sûr, c'est un sacrifice. Et la liberté pour un homme politique, c'est d'abord la transparence en termes de travaux publics. Rosario Crocetta nous emmène devant le nouveau palais de justice de Gela, qu'il a sauvé d'un financement mafieux. Un exemple à méditer pour l'Europe. On a un paradoxe qu'une entreprise liée à la mafia ne peut pas gagner un appel d'offres en Sicile et il va gagner à Paris, à Berlin, à Bruxelles. Ça veut dire ça. Il y a une législation européenne qui n'a pas encore intériorisé le fait que la mafia s'est globalisée. Une loi européenne contre la mafia, voilà ce que demande Rosario Crocetta. La journée se termine pour notre député, un jour de plus arraché à la sentence de la mafia. Un espoir de plus pour un homme libre. Voilà donc pour ce reportage réalisé en Sicile. Nous sommes sur ce plateau avec Michael Rudo. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste du crime organisé, du phénomène du crime organisé en Europe. Est-ce que ce qu'on vient de voir actuellement avec ce député européen, est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne? Est-ce que le phénomène des mafias en Europe est un phénomène qui prend de l'ampleur? Alors, quand on parle de mafia, il faut déjà pouvoir définir le terme. Les mafias sont une société criminelle, secrète, qui recrute sur des bases claniques, qui sont pluricentenaires. Et en fait, le terme de mafia correspond à l'aristocratie du crime organisé. Elles sont peu nombreuses en Europe. Il y en a 4 en Italie. Ensuite, la mafia albanophone, la mafia turque, les triades chinoises, les yakuza, et la mafia italo-américaine. Si bien qu'en fait, si on doit parler de mafia, leur présence évidemment transnationale est tout de même circonscrite sur un territoire. Alors juste, pardon, une petite parenthèse en ce qui concerne Rosario Crocetta, donc ce député européen. Quand il est arrivé ici à Bruxelles, il y a eu une polémique parce qu'il avait demandé à être protégé et les autorités belges ont mis un petit peu de temps, je dirais, à prendre en charge sa demande. Est-ce que, même ici, j'allais dire au cœur de l'Europe, que ce soit à Bruxelles ou même éventuellement à Strasbourg, est-ce que ce député européen ou d'autres, puisqu'il y en a d'autres, sont réellement en danger? Potentiellement, oui. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Duisbourg en Allemagne. La Land Greta a tout à fait la possibilité, comme n'importe quel réseau criminel et mafieux, la possibilité d'organiser un assassinat, quel que soit l'endroit en Europe, tout à fait. Qu'est-ce que peut faire l'Europe pour lutter contre les mafias? Alors, nous sommes actuellement dans une période charnière pour la lutte contre le crime organisé. Nous avons désormais le traité de Lisbonne, nous avons le programme de Stockholm et nous assistons à une pénétration accrue du crime organisé dans la sphère licite due à un accroissement de la pression répressive. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire, puisque nous avons désormais des services répressifs mieux formés, avec des outils plus efficaces, le crime organisé recherche un anonymat en se cachant derrière des façades légales, en investissant dans l'économie licite, en blanchissant l'argent de leur trafic. Et pour lutter plus efficacement, la chose n'a pas changé, c'est mieux échanger l'information, le renseignement, le Saint Graal des services répressifs. C'est là-dessus, c'est sur le renseignement que l'Europe peut agir? Tout à fait. L'ambition, c'est de faire en sorte qu'Europol soit en mesure non simplement d'échanger l'information entre États membres, mais surtout de l'enrichir. L'enrichir pour le restituer aux États membres afin d'améliorer la vision
et la compréhension qu'ils ont de ces réseaux criminels. Alors vous disiez qu'il y a de plus en plus de services et de plus en plus de services compétents. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les services qui, au niveau européen, luttent contre le crime organisé? Parce qu'on voit bien ce qui peut se passer au niveau des, je dirais, des autorités, des polices nationales. Au niveau européen, c'est un peu plus compliqué. Au niveau européen, nous avons Europol, nous avons Eurojust, nous avons aussi l'OLAF. L'OLAF est compétent pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Ça concerne notamment le trafic de cigarettes. Ça concerne tout ce qui touche le trafic d'essence, par exemple. Europol est compétent pour l'ensemble de l'investissement du crime organisé dans tout ce qui est trafic criminel, marché criminel, et Eurojust pour le volet coopération judiciaire. Est-ce que tous ces organismes coopèrent entre eux? Ils coopèrent entre eux au niveau européen tout à fait efficacement. Ce qu'il faut assurer désormais, c'est une meilleure coopération entre États membres. Ce que l'on constate avec la création du marché intérieur, c'est qu'il n'existe plus de frontières aujourd'hui pour assurer les flux des trafics de marchandises, de personnes, de services. Par contre, ces frontières demeurent pour le policier et pour le juge. Il s'agit d'y remédier. Alors on a beaucoup parlé dans la première partie de cette émission de Schengen, hein, de l'espace Schengen. Est-ce que justement, le fait qu'il n'y ait plus de frontières intérieures, est-ce que ça facilite le travail du crime organisé? Disons que c'est un facteur qui peut, en théorie, faciliter le travail des réseaux criminels, dans la mesure où s'il n'y a plus de frontières, ils peuvent passer d'un État membre à un autre. Néanmoins, avec une meilleure coopération, ils ne sont pas à l'abri des poursuites d'un État membre à un autre. Alors Michael Rudo, on va repartir un instant en Sicile. On va retrouver Rosario Crocetta, ce député européen. Et vous allez voir, il a une suggestion à faire. On l'écoute. Il doit être obligatoire de déclarer l'origine de l'argent. Il faut des lois, pas seulement sur les appels d'offres pour les contrôler, mais il faut une loi pour le parcours de l'argent, pour regarder le parcours de l'argent. Parce que si arrive quelqu'un qui va dans une banque maintenant, personne ne demande et va poser 1 million d'euros. Personne ne demande où arrivent ces millions d'euros. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut suivre le tracé de l'argent sale? Est-ce que vous avez une réponse à lui apporter? Là-dessus, la Commission est très active. Nous avons la 3e directive anti-blanchiment. Nous aurons une 4e directive anti-blanchiment. Il s'agit, dans ce cadre-là, de faire en sorte, notamment avec le développement des investigations financières, de pouvoir assurer ce suivi justement de l'argent, développer les investigations financières, renforcer la compétence des services répressifs, renforcer leur capacité et leur expertise à suivre cet argent, pour pouvoir justement, ce que je vous expliquais au début de l'interview, pour être en mesure d'identifier comment le crime organisé se dissimule dans l'économie licite. Alors, Michael Rudo, vous êtes, je le rappelle, l'auteur de ce livre qui s'appelle Marché criminel, un acteur global, c'est au PUF. Est-ce que le fait que le crime organisé soit de plus en plus professionnel et donc de plus en plus efficace, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte? J'ai envie de dire, est-ce que les autorités européennes progressent aussi vite que le crime organisé? C'est une logique darwinienne. Donc effectivement, au fur et à mesure que le crime organisé se professionnalise, la réponse policière également y répond. Il ne s'agit pas simplement... C'est le cas, ça fonctionne vraiment comme ça? Tout à fait, mais pas simplement d'une logique réactive, mais aussi proactive. Et là-dessus, de nouveaux outils se développent afin de développer une approche préventive. Aujourd'hui, est-ce que le crime organisé, en 2011, est-ce que le crime organisé est plus puissant ou moins puissant qu'il y a 10 ans, par exemple? C'est difficile de le dire de façon générale, parce qu'on a affaire à des groupes qui sont autonomes. Et donc, quand un groupe disparaît, un autre peut émerger et se développer. Donc, de façon générale, on peut dire que néanmoins, certains marchés criminels se développent. On dit que, par exemple, le crime organisé, s'il était un État, il aurait la puissance justement d'un État, il devrait rentrer au G8, c'est vrai ça? Effectivement, si on devait considérer l'économie criminelle en tant que telle, au niveau global, comme étant une économie licite, elle aurait la puissance d'un État qui pourrait prétendre de facto à une place au sein du G8, en effet. Michael Rudo, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation dans Europe Hebdo. Restez avec nous, on va maintenant parler de l'Europe au quotidien, comme on le fait chaque semaine, avec cette question d'un téléspectateur. Aujourd'hui, il s'agit d'une question de Marc, de Bordeaux. Il nous dit « Mon ami et moi, nous sommes pacsés. Nous voudrions aller vivre dans un autre pays européen. Est-ce que tous les pays européens doivent reconnaître notre Pax
Voici la réponse d'Europe Direct. Les pays qui n'ont pas d'union civile, tels que le Pacs, ne sont pas tenus à la reconnaître. Le seul avantage que vous aurez, c'est que votre Pacs peut être considéré comme preuve de relations durables, ce qui signifie que si vous voulez aller travailler dans un autre pays, votre partenaire peut vous accompagner sans devoir remplir d'autres conditions. Voilà, et si vous aussi vous voulez poser une question à Europe Direct, vous pouvez le faire par téléphone. C'est gratuit de partout en Europe. Vous composez le 00 800 678 9 10 11. Voilà, merci encore Mickaël Roudot. Et c'est la fin d'Europe Hebdo. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.